L'Occident méditerranéen et ses légendes vues de l'Est dans l'Antiquité tardive, le cas des Dionysiaques de Nonos de Panopolis. Alors, la découverte légendaire de l'Occident méditerranéen a deux héros-dieux emblématiques qui sont Héraclès et Persée, tueurs de monstres et frayeurs de routes, frayant des routes. Puis il y a des héros voyageurs mais non pas conquérants, ballottés dans des voyages plus ou moins involontaires, et ce sont Ulysse, les Argonautes, Cadmos. Ce dernier est moins célèbre, mais c'est le fondateur, ne l'oublions pas, de 100 cités lydiennes dont on peut penser qu'il s'agit de localités indigènes ou puniques, Cadmos lui-même étant phénicien et non grec. Il manque à ce tableau une figure civilisatrice et conquérante, un dernier globe-trotter, si je peux risquer cet anachronisme, c'est Dionysos, qui occupe pourtant du côté de l'Est pour la conquête des Indes une place comparable à celle d'Héraclès. Alors, je rappellerai brièvement le schéma de l'invention de l'Ouest méditerranéen par Héraclès à partir de Diodore de Sicile. Puis, je chercherai à montrer comment, bien après la division de l'Empire, vers 460 semble-t-il, le poète alexandrin qu'est Nonos de Panopolis retrace le parcours terrestre de Dionysos et ne renonce pas tout à fait à célébrer des victoires occidentales de son héros. Donc, premier point, les routes de l'Ouest ouvertes par Héraclès, d'après Diodore de Sicile. Évidemment, il s'agit seulement de relever quelques points qui me concernent particulièrement. Dans le cadre des travaux, il s'agit de deux voyages d'Héraclès, le 10e contre Gérion et le 11e, les Hespérides, qui se complètent sans se recouper. Pour Gérion, le voyage aller vers l'Andalousie, voyage maritime, est éludé grâce à l'emprunt nocturne du bol du soleil, bol rond, Golos, qui évoque les bateaux de commerce phéniciens, Golos aussi, mais avec une différence d'accent. Les bateaux de commerce phéniciens étaient de forme arrondie, mais ça vous le savez mieux que moi. Le fantastique et le quotidien sont amorcés dans ce passage. Le voyage retour, lui, se fait par les côtes septentrionales avec une tendance à s'enfoncer dans les terres et même assez loin, puisque le héros arrive à Alésia. Et là, Diodore le remarque lui-même, il s'était égaré, en effet. Comme le montre la mention d'Alésia, le récit est donc actualisé. Il se veut aussi totalisant, puisque à la fin, l'auteur se flatte de n'avoir omis rien d'important, ce qui tout de même nous laisse un peu sceptiques compte tenu de la richesse des légendes d'Héraclès. Ce récit est centré sur l'île natale de l'auteur, la Sicile, et dans celle-ci, sur sa petite patrie, Agyrione, au cœur montagneux de l'île. Et alors, je ne sais pas si vous êtes allé jusqu'à Agyrione, mais c'est un endroit extrêmement continental. On ne croirait jamais qu'on est au centre du Nil. On a dans un paysage montagneux, c'est assez beau d'ailleurs. Donc, d'Agyrione, il rapporte les traditions avec beaucoup de respect à cet égard pour le changement de ton, mais je n'ai pas le temps de développer. On pourrait comparer le changement de ton de Lucien quand il parle de la déesse syrienne. Pour les Hespérides maintenant, il ne s'agit plus du voyage retour, mais du voyage aller, au contraire, et le récit est visiblement beaucoup moins personnel. Donc ce voyage aller se fait par les côtes méridionales, mais dans un grand désordre géographique, enfin en tout cas simple lecture. Pour ce qui est de la Libye proprement dite, c'est-à-dire le continent africain, dont on n'entrevoit guère l'étendue au-delà du Sahara, eh bien, les gens du désert sont tournés en dérision. Les pygmées minuscules, évidemment, les psylloi ou puces, ce ne fait pas des adversaires bien redoutables. Diodore s'inscrit ici dans une tradition développée avant lui, les Nasamons mangeurs de sauterelles, et puis les caricatures de Bousiris qui, heureusement, n'ont pas été publiées dans Charlie Hebdo. Deuxième point, Dionysos à la conquête de l'Ouest dans les Dionysiaques. Le poète ici ne décrit pas des voyages, à la différence de Diodore. Il retient deux épisodes qui sont évoqués de manière rétrospective. L'un apparaît d'abord dans un exercice de rhétorique, une synchrisis, pour dénigrer Héraclès face à Dionysos.
si Héraclès a vaincu Gérion au triple cimier, donc à 3 têtes, eh bien Dionysos, lui, a massacré le géant Alpos dont les 100 têtes atteignaient le soleil et qui avait des bras innombrables. Ça, c'est au chant 25 et au chant 45. L'autre épisode précède un rappel de la victoire de Dionysos sur Alpos, donc en 45. C'est un exemple des pouvoirs surnaturels du dieu insérés dans les avertissements du devin Tirésias au roi impie de Thèbes, Pynthée. Et c'est évidemment la légende de la métamorphose des pirates tyréniens. Cette présentation par le récit d'un devin évite les avertissements d'un devin, évite au poète d'avoir à insérer la légende dans un fil biographique. Il n'a pas à la situer dans le temps et, on va le voir, à peine plus dans l'espace. Alors, je ne sais pas s'il est nécessaire que je rappelle brièvement les grands traits de cette légende bien connue, je pense, de mon docte auditoire. Simplement, je rappellerai quand même les 3 principaux garants, l'hymne homérique à Dionysos, Ovide et Nonos. Alors, dans l'hymne homérique, qui est évidemment le document le plus ancien, les pirates capturent un très beau jeune homme, visiblement en mer Égée, et ensuite ils pensent à aller le vendre à Chypre, en Égypte, et puis même dans un élan chez les Hyperboréens. Le vendre ou plutôt demander rançon. Et la légende des pirates tyréniens a ceci de particulier, ce sera mon 3e point, les pirates et le géant. Elle a ceci de particulier, c'est que sous sa forme ancienne, elle ne se déroule pas en Méditerranée occidentale, mais en mer Égée, autour de Naxos et de ces Tyréniens, et les Tyréniens de la légende sont plutôt ceux de Lemnos et d'Imbros que des Étrusques d'Étrurie. Elle conserve toujours une certaine imprécision que l'on retrouve chez Nonos, qui la place dans l'ouest, non pas chez les Étrusques, mais tout au sud ne précisons pas davantage, mais en mer Tyrénienne. Et elle est devenue chez Nonos un conte sicilien, c'est ainsi qu'elle est qualifiée en 45, et dans son récit de la capture, eh bien, dans sa description plutôt des méfaits des pirates, il est dit qu'ils vont vendre, qu'ils apportent plutôt leur butin à l'Arétuse sicilienne, c'est-à-dire à Syracuse. Donc vous voyez qu'on est loin de la mer Égée et qu'on n'est plus dans la mer Tyrénienne. Il en va de même pour Alpos. Alpos, lui, le géant aux 100 têtes, ne nous est connu que par Nonos, qui par ailleurs aime beaucoup les géants tout à fait monstrueux. Si le nom d'Alpos évoquait quelque chose au public cultivé et à l'évidence orientale des Dionysiaques, bien, ce devait être les Alpes, surtout étant donné la description qui en est faite avec des têtes qui montent jusqu'au soleil. Or, Nonos donne une seule indication géographique à son sujet, c'est que Alpos sévissait, et comment, au pied du Péloron tyrénien. Le Péloron n'est pas exactement tyrénien, c'est le cap nord-est de la Sicile. Enfin, passons. Mais surtout, il n'a rien non plus pour évoquer les Alpes. C'est une langue de terre basse, ce n'est même pas une montagnette. Et Nonos a choisi certainement de le placer là, parce que Pélorios, nom commun, signifie gigantesque, et certainement aussi à cause de la ressemblance entre Alpos et Alpes. Alors, il est temps de conclure. Diodore élargissait les voyages d'Héraclès en lui faisant rencontrer, par exemple, la jeune Pyrénée. Nonos, indépendamment bien sûr, a voulu faire de même. Son Dionysos n'est pas tout à fait étranger à la Méditerranée occidentale. Mais par un curieux effet de rétraction, l'élargissement se cantonne en fait à la façade orientale de la Sicile. Certes, cela n'épuise pas du Péloron jusqu'à
Syracuse. Certes, cela n'épuise pas tout à fait les mentions de l'Ouest dans le poème, comme on le voit avec l'évocation des 100 villes fondées par Cadmos, mais les représentations sont fragmentées. Les deux épisodes des Dionysiaques que nous avons examinés rapidement illustrent une manière d'élargir et d'unifier la représentation. Elle n'était peut-être pas si surprenante pour le public, et je prendrai un dernier exemple, Ornonos, qui nous fait pas mal remonter dans le temps. Un géant Aïgaïon avait barré les détroits, mais les détroits de la Propontide. Et un autre où le même Aïgaïon se tenait à Gibraltar, aux colonnes d'Hercule, dont on a beaucoup parlé. Lui et la mer Égée évoquent par leur nom un mot dialectal, aïges, les vagues, d'où un qualificatif houleuse qui convient bien au nord de l'Égée. Les noms parlants et les transferts de dénomination étaient familiers aux destinataires cultivés de l'énorme poème, et ils ont continué à fonctionner jusqu'à l'extrême fin de la littérature grecque, disons, au sens le plus large, classique. Voilà. Merci, j'espère n'avoir pas été trop long.